limitation des exportations de certains produits, notamment de première nécessité, pour satisfaire la demande nationale camerounaise, descente parfois inopinée des équipes de répression contre la hausse des prix et la fraude. Promotion du Made in Cameroun, l'État du Cameroun ne lésine sur aucun moyen pour le bien de ses populations, et ce, dans le seul et unique but de maintenir la disponibilité de certains produits sur l'ensemble du territoire national. Mais quelle autre solution et piste à explorer pour sortir de cette crise? C'est le thème du débat de cette édition du Prime qui reçoit Louis-Marie Cagdeux. Il est économiste et président de la Coalition pour la production nationale au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adrien, merci de m'inviter. Armel. Armel. Il aime Adrien. Pardon. Merci de m'inviter sur ce plateau. Alors, pas trop fatigué après ce voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Ça va plutôt très bien. Ok. Alphonse Saïssi Abena, toujours présent, le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Bonsoir et bienvenue. Voilà, bonsoir et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un devoir d'être là afin d'éclairer le lanterne. Alors, bonsoir Suzanne, notre célébrissime journaliste éditorialiste. Je suis très contente de vous avoir ce soir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bravo Armel. Merci madame. Merci, bonsoir madame. Alors, on parle de la vie chère aujourd'hui et surtout les pistes qu'il faudra peut-être explorer pour pouvoir sortir de cette crise qui s'est déjà installée au Cameroun. Et aujourd'hui, Louis-Marie Cagdeux, l'inflation atteint les 9,12% pratiquement en 5 ans. C'est un peu trop pour le Cameroun qui déjà était plus ou moins indépendant. Oui, mais il y a longtemps, c'était dans les années 80 qu'on avait une espèce d'autosuffisance alimentaire. Mais depuis là, les prix n'ont cessé d'augmenter. C'est pour ça que si on regarde 30 ans en arrière, on verra que pour toutes les spéculations, les prix ont au minimum doublé. Et donc, si on regarde l'indice de prix publié par l'Institut national de la statistique tous les semestres, on verra qu'on a toujours environ 6-7% d'augmentation de prix. Donc, c'est une situation structurelle aujourd'hui au Cameroun. Et la situation s'est plutôt empirée. Ce qui fait dire à certains que... mon ami le dira que par rapport à la situation de 2008 où on avait déjà les émeutes de la faim, aujourd'hui c'est l'enfer. Et donc certaines personnes rêvent même d'avoir la situation de 2008. Parce que si nous partons simplement de janvier 2020 à mars ou avril 2022, sur beaucoup de spéculations, on est parti, prenons comme ça quelque chose qui peut nous intéresser, l'urée ou l'engrais, on est parti, on a une augmentation de 293% quand même. C'est énorme, simplement en 2 ans. Il y a eu beaucoup de chocs, c'est vrai, mais si on retourne, on redescend en 1996, si on prend le blé, entre 1996 et 2020, avant les chocs qu'on a, le blé avait déjà augmenté de 26% au Cameroun. Et depuis la crise ukrainienne, les prix ont explosé. Donc la situation est vraiment généralisée au Cameroun aujourd'hui. Et il y a des raisons qui peuvent expliquer. Peut-être on peut parler de la hausse des coûts de production, on peut parler de la hausse des coûts de distribution, on peut également parler de la baisse de l'offre, du déficit de l'offre qui peut résulter de 2 choses spécifiques, notamment la sous-production. Nous sommes aujourd'hui en situation de sous-production au Cameroun et cela peut aussi résulter des comportements de cartel sur le marché, c'est-à-dire que la raréfaction artificielle des produits, on verra le train de mesure que l'on prend par rapport à tout ça. Mais c'est ça la situation générale aujourd'hui. Quand on parle d'augmentation de coûts de production, si je prends simplement le cas de l'augmentation des matières premières, parce qu'on peut se dire que beaucoup de nos produits, ou bien même les produits locaux sont chers, et on ne comprend pas pourquoi, ce serait parce que ces produits locaux ont des matières premières importées. Et donc l'essentiel de nos industries importe la matière première. Et lorsqu'il y a augmentation de coûts de la matière première, justement, il va y avoir augmentation des coûts de production. Je vous parle par exemple de l'augmentation du fret maritime. 680% quand même depuis janvier
20, c'est beaucoup. Et donc, si les prix du fret augmentent de 680%, il faut s'attendre à ce qu'il y ait également répercussion sur les prix de matières premières ou bien sur les coûts de distribution. Il y a l'augmentation du prix du baril de pétrole. Il y a des industries, on a vu dans l'actualité comme la Sosicam qui fonctionne avec le carburant. Et donc, quand ces industries n'arrivent plus à s'approvisionner convenablement, il est clair que les coûts de production augmenteront aussi. Il y a augmentation des coûts de distribution. Le transport augmente substantiellement. Cela peut poser des problèmes également sur le marché et dont le légume que la Baye-en-Salle avait l'habitude d'aller chercher en brousse et de revenir vendre en ville, le prix peut augmenter simplement du fait de ce que le prix du transport également a augmenté. Voilà. Et enfin, quand je parle de sous-production, je peux illustrer en vous donnant quelques exemples. Si je prends le riz au Cameroun aujourd'hui, le besoin, la consommation en riz en 2021 tournait autour de 800 000 tonnes. Le pays n'a produit qu'environ 140 000 tonnes, donc vous voyez le déficit. Si on prend le blé, la consommation a tourné autour de 900 000 tonnes en 2021. Le pays n'a rien produit comme blé en 2021. Si on prend le poisson que les gens consomment, les Camerounais ont consommé environ 350 000 tonnes en 2021 et le pays n'en a produit que 11 000 tonnes. Par là, si on prend le lait, c'est environ 90% d'importation et donc de déficit que nous avons au pays, etc. Donc, ce qui veut dire que c'est pratiquement tous les secteurs qui aujourd'hui sont touchés. Avant de revenir, je vais poser la question à Alphonse. Ici, on a justement cette inflation qui, entre 2021 et début 2022, était de 2,3 par an. Et on dit ici que, sans danger, le Cameroun reste toujours en deçà de la norme communautaire de la CEMA qui est de 3%. Est-ce qu'on peut s'en vanter justement? On est dans les 2,3 et on n'a pas atteint les 3%. Mais attention, les chiffres annoncés par l'Institut national de statistique sont des chiffres factuels qui se basent sur l'économie, comme on le dit, qui n'est pas une économie informelle. Parce qu'on va sur le formel, on va faire des enquêtes auprès des grands centres commerciaux et puis on vient dire qu'il n'y a pas d'inflation. Oui. Si vous voulez mesurer l'inflation, il faut aller dans le secteur informel où il n'y a même pas de publicité de prix. Les produits se vendent à la tête du client, de l'acheteur et c'est déplorable. Moi je dis, si on parle d'inflation aujourd'hui, c'est parce qu'on a une économie qui est extravertie. On ne peut pas comprendre que ce que nous consommons, tout ce qui se trouve sur les étals des commerces est importé à 80%. Donc c'est impossible. Quand vous faites cela, quand vous êtes dans ce genre de modèle économique, ça veut dire que vous créez la richesse pour autrui. Oui. Donc vous mettez même en mal votre balance commerciale qui est déficitaire, il faut le rappeler. D'année en année, le dernier déficit, selon les chiffres de l'INS, au premier semestre 2021, était de l'ordre de 750 milliards. Donc ça veut dire qu'en 2021, si on boucle l'année en décembre, le déficit était autour de 1500 ou même 2000 milliards. Ouais. Donc vous voyez qu'avec cela, et qu'on ne maîtrise pas d'abord notre monnaie, donc il va de soi que nous sommes exposés à tout type de choc exogène. Lorsqu'il y a peut-être la Covid-19, le fret maritime va exploser, il y a la guerre en Ukraine, on va avoir les flambées des prix, notamment du blé, sans oublier que toutes ces conjonctures pouvaient être des opportunités pour le Cameroun. Parce que le Cameroun a toutes les matières premières pour faire en sorte qu'on passe à la transformation, créer des chaînes de valeur et avoir in fine des produits à valeur ajoutée, des produits manufacturés et donner l'emploi aux Camerounais. Aujourd'hui, l'emploi des Camerounais, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement faire dans l'agriculture et ensuite s'arrêter? Il n'y a pas de transfert de technologie. Vous voyez encore, on construit des bâtiments, c'est la main-d'œuvre étrangère qui est importée, qui vient pour trouver et travailler à la place des Camerounais. Pourtant, on devait déjà être en 2022 au niveau où tous les postes, on trouve des Camerounais compétents. Et nous sommes plutôt dans un modèle où il y a les fuites des cerveaux. Vous allez à NASA, il y a des Camerounais. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, partout, des médecins chevronnés quittent le Cameroun parce qu'ici, la rétribution n'est pas équivalente au travail fourni. Et c'est là le problème. Avec un SMIC de 36 000 francs CFA, vous ne pouvez que donner un terreau fertile à la corruption. Vous payez un agent des impôts
200 000 francs par mois, il doit contrôler un commerçant qui a un chiffre d'affaires d'1 milliard. Vous voyez qu'il peut fermer les yeux sur certains aspects. Et là, il y a des répercussions, des effets boomerang. Et la personne qui paye le lot tribut, c'est le consommateur final que nous défendons. Parce qu'il aura la rareté des produits, parce que le commerçant va donc créer des pénuries artificielles pour faire la spéculation, avoir des marges insolentes. Le ministère du Commerce qui est en charge de la répression du contrôle va fermer les yeux certains agents véreux qu'il faut dénoncer. Ouais. Et là, vous voyez que nous sommes dans ce cycle infernal où il n'y a pas de produits de produits en quantité suffisante au prix accessible à la bourse des Camerounais. Et ça crée des tensions sociales comme dans le département du Nord. Vous avez vu, les populations sont sorties pour créer leur ras-le-bol. Et je crois que si le gouvernement ne se prend pas à temps et tape le poing sur la table, je crois que nous aurons de tension sociale en tension sociale. Et 2000, comme je disais, c'est le paradis quand vous comparez les prix. OK. Comparaison des prix, il faut taper du poing sur la table. Le carburant. Le litre de super à l'heure actuelle au Cameroun coûte 630 francs CFA. En 2008, il coûtait 430 francs, donc 420. Donc il y a une augmentation de 200 francs en moins de 20 ans, moins de 15 ans. Pourtant, les salaires sont restés stagnants. Le pouvoir d'achat des Camerounais a plutôt diminué, tout a flambé. Que ce soit le transport, le taxi qui était le trajet à 150 francs, 125 francs en 2008 est maintenant à 250 francs CFA pour faire un trajet de moins de 2 km. Il n'y a pas, on n'a pas investi dans le transport en commun. On voit une ville comme Douala et Yaoundé. Yaoundé quasiment, il n'y a plus de transport en commun par bus. Douala, il y a une entreprise qui essaye de se battre, mais qui n'a pas l'outil de production, c'est-à-dire le matériel roulant pour aller dans les quatre coins de la ville, ce qui fait en sorte que le seul mode de transport et le plus cher au monde, c'est la moto-taxi. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas commencer à la base? Il appauvrit encore les Camerounais. Beaucoup se plaignent qu'il n'y a déjà pas de voie de circulation dans la ville de Douala. Alors, Suzanne, on a suivi le Made in Cameroun, il faut promouvoir le Made in Cameroun. Et on a l'impression, après l'exposé du docteur Louis-Marie Cagdeux, que le Cameroun n'a pas appris des leçons de 2008. Je ne pense pas que le problème soit conjoncturel. Du point de vue économique, je pense qu'il est structurel. Et j'entends bien le discours de mes deux collègues. Ouais. Je pense qu'on est dans un système mondial néolibéral. Et la logique de ce système mondial néolibéral, ce n'est pas l'équité. Que les gens n'espèrent même pas qu'il y aura l'équité. Parce que la vie chère, on la conteste et on la combat partout dans le monde. Et les pauvres restent relégués au dernier plan. Je ne pense pas que les gouvernements actuels, dans leur logique, soient pour l'équité sociale, loin s'en faut. Et je ne pense pas que l'économie mondiale soit pour une redistribution équitable des fruits de la croissance. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation. C'est vrai, les associations de consommateurs vont parler comme ils parlent. Lui, il va parler comme il parle. Sauf que ceux qui détiennent la capacité d'actionner les leviers de l'économie ne sont pas du côté des pauvres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que, à mon sens, on peut toujours manifester. Moi, je ne suis pas contre. Moi-même, je suis pour. Donc, je suis pour manifester. Mais il faut qu'on comprenne la structure de l'économie dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une économie prédatrice. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, si vous voulez, il n'y a pas de pitié pour les pauvres. Il n'y a aucune pitié. Et que tous ceux qui produisent veulent simplement gagner la plus-value. Un certain théoricien qui s'appelait Karl Marx, il y a plus de 2 siècles de cela, disait qu'en fait, on exploitait l'ouvrier qu'on appelle ça, en développant une plus-value sur son travail. C'est-à-dire, moins on le payait et plus le patron gagnait. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. C'est-à-dire, moins lui, il investit, enfin, pas moins lui, il investit, c'est-à-dire que son objectif, c'est pas pour nous, c'est pas pour qu'on gagne. Alors, la question fondamentale, c'est quel combat devons-nous mener contre cela? Et ce combat n'est pas factuel, il n'est pas conjoncturel, c'est un combat de structure. Tant qu'on reste dans le modèle de l'économie néolibérale, on va entendre ces discours tout le temps. Voilà. Alors, le gouvernement actuel, à mon sens, n'est pas dans un modèle socialiste ou socialisant.
il reste dans le modèle néolibéral. Et par conséquent, il favorise les patrons. Et la plupart des patrons vont à Davos pour s'agenouiller devant les multinationales. Et c'est les multinationales qui dictent leurs lois depuis. C'est-à-dire c'est elles qui nous imposent aux pauvres, parce que pour eux, il n'y a pas de problème, qu'on doit souffrir. Donc pour moi, la question, c'est plutôt l'organisation. Maintenant, quand on parle de la fuite des cerveaux et tout ça, je me dis, ce n'est pas ça le problème de fond. Ce n'est pas ça. Parce que l'impact de la fuite des cerveaux, pour moi, est dérisoire et presque marginal. Le problème de fond, c'est que vous avez un marché néolibéral qui est la jungle. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire des règles. Ils n'ont rien à faire des pauvres. Ils n'ont rien à faire de vous, de moi, de n'importe qui. Et ils n'ont rien à faire de ce que vous appelez équité. Et dans ce contexte-là, tous les bandits vont entrer. La preuve, c'est que les commerçants imposent les prix qu'ils veulent dans le marché, à Bepanda, n'importe où. Parce que nous sommes dans une logique. On est dans la jungle. Et moi, je pense qu'il faut que le jour où on va comprendre qu'on est dans la jungle et que cette jungle-là impose tout et n'importe quoi aux citoyens que nous sommes, peut-être qu'on aura le discours responsable qu'il faut. Voilà. Alors, lui, Marie Cardeux, c'est une balance qui est presque déséquilibrée, hein, comme le fait mention Suzanne. D'aucuns pointaient du doigt la guerre russo-ukrainienne comme étant l'une des causes principales de la situation actuelle qu'on vit. D'autres ont parlé des effets de la pandémie de coronavirus ici. Alors, est-ce que ce sont les causes principales de la situation qu'on vit aujourd'hui? On a eu une crise en 2008. Est-ce qu'on n'aurait pas dû se préparer à subir de pareils autres chocs externes dans les années à venir? J'insiste que la situation est structurelle. C'est pas... Les choses n'ont pas commencé en mars 2020 avec le Covid-19 ou bien après avec la situation est structurelle. Peut-être qu'on peut égrener un peu l'évolution de l'économie camerounaise depuis les années 1987. Il faut bien comprendre ça. 87, c'est quand on suspend le 5e plan quinquennal au Cameroun. Et ce plan quinquennal, l'évaluation du 4e plan quinquennal en 85 avait montré que l'interventionnisme de l'État était néfaste pour les entreprises publiques notamment, et qu'il fallait que l'État se désengage progressivement. Et donc, en 87, il y a suspension des plans quinquennaux. Nous traversons à partir de ce moment une crise de surproduction qui engendre la quasi-faillite du pays. Et donc, on affronte les plans d'ajustement structurel. Pour ce qui concerne la production nationale, par exemple, on a lancé en 91 le NPI, le nouveau programme, NP, un nouveau programme agricole, qui était très libéral, et peut-être ce que Suzanne appelle néolibéralisme, sauf que le libéralisme s'accompagne des réformes structurelles pour remettre à niveau les entreprises. Vous ne pouvez pas envoyer les entreprises à la compétition sans toutefois les renforcer et les préparer à la compétition. Et ça n'a pas été fait. Donc le Cameroun a pris cette option-là. Ce n'est pas... Il y a une loi, toute une loi qui date de 1989, qui consacre donc l'orientation libérale de l'économie camerounaise. Donc c'est un choix. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que les contrôles de prix étaient normalement supposés disparaître. Parce que dans l'option libérale, c'est le marché qui régule. Et donc, le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et on se dit que l'augmentation de l'offre engendre également la baisse des prix. Mais les choses ne se sont pas passées sur le plan politique comme on se serait entendu. Il n'y a pas eu de stabilité politique en ce moment-là. Et donc, ce sont des années de braise au Cameroun. Et il y a des décisions que le régime a dû prendre pour se maintenir. Et entre autres, il y a eu ce qu'on appelle la libéralisation de la corruption et la libéralisation d'un certain nombre de choses qui a engendré en 1999, le Cameroun soit champion du monde de corruption et de pas mal d'autres choses. Et donc, il faut voir ce contexte-là, voir le contexte de la dévaluation de francs CFA en 1994 et le contexte des baisses de salaire.
baisse en part 3, licenciement et tout ça. Dans ce contexte-là, quelle est la solution et l'option que le gouvernement camerounais a pris? Le gouvernement camerounais a fait un peu du 50-50. Le gouvernement camerounais n'a pas pris l'option de l'austérité telle que le FMI, à travers le pass, lui demandait. Par exemple, on a licencié à moitié, on a baissé les salaires aussi. D'autres pays africains n'ont pas fait ça. D'autres ont, par exemple, maintenu le niveau des salaires et pour réduire les charges de l'État, ont coupé substantiellement le nombre de travailleurs, ce qui a permis d'obtenir le même résultat. C'est d'ailleurs ce qui explique le décalage de salaire entre le Cameroun et le Gabon ou le Sénégal, etc. Donc, c'est un peu ce qu'il faut voir dans la chose. Les importations massives sont arrivées comme une solution de facilité pour éviter la crise sociale. Parce que, ayant affronté les années de braise, le régime a signé en 1995 les accords de Marrakech, donc l'entrée à l'OMC, et a entièrement ouvert les frontières. Pour faire quoi? Et donc laisser entrer les produits afin que les Camerounais qui pouvaient plus se payer les mêmes biens avec leur salaire puissent profiter de cette manne-là. Sauf que cela a très mal tourné. Cela a très mal tourné parce que la friperie a augmenté. On a vu tout cela arriver au pays et vers les années 2000, on commence à sentir les méfaits de l'ouverture des frontières. Est-ce que justement, Alphonse, ces mesures d'austérité n'ont pas été bien pensées par le gouvernement du Cameroun? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a plusieurs fronts en face de nous qu'on n'arrive peut-être pas à gérer. Mais il n'y a pas eu mesure d'austérité. Vous voyez qu'on a toujours le gouvernement, l'État du Cameroun est en train de vivre véritablement mirabolant. On vous rappelle que si on compare avec la France, c'est 30 postes ministériels. Au Cameroun, il y a plus de 70 personnalités qui ont rang de ministre, avec tous les avantages qui vont avec. Donc vous voyez, dans un pays pauvre, très endetté, qui a été déclaré PPTU, on a encore ce type de nombre de ministères et on crée même encore des institutions. Pendant que le Sénégal a dû fermer le Sénat pour allouer ses fonds à la construction des hôpitaux, des aéroports, chez nous, on a fait plutôt le chemin inverse en créant une nouvelle institution, le Sénat. Quelle est la plus-value pour le citoyen que je suis? Je ne vois pas. On a créé encore d'autres institutions, notamment pour régler la crise anglophone, mais est-ce que ça a porté ses fruits? Non, mais c'est le contribuable camerounais que nous sommes. Nous continuons donc à payer cher nos impôts. Il y a une pression fiscale très forte. Pendant ce temps, il y a pratiquement 3 régions qui ont été déclarées économiquement sinistrées. Le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Vous voyez qu'il n'y a que cette région qui porte le poids de cette assiette fiscale et qui porte toutes ces pressions pour essayer de continuer à payer les salaires des gens qui sont affectés au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord. Donc, bien sûr, nous voulons la solidarité, mais il faut, si on a pris l'option de l'économie libérale, il faudrait que chacun puisse être rémunéré en fonction de son travail. Aujourd'hui, est-ce que les fonctionnaires, si on compte certains qui sont dans les grandes villes et peut-être beaucoup de médecins qui mouillent véritablement le maillot, mais si on compte la masse des fonctionnaires, plus de 300 000 fonctionnaires, est-ce que ceux-là travaillent véritablement? Vous voyez que nous sommes dans un pays, le mois de mai, on déclare des fériés à n'en plus finir. Lundi était férié, le chef de l'État ajoute encore notre férié. Pourtant, on a des retards. Il faut véritablement qu'on mouille le maillot pour payer surtout les services de la dette intérieure. Mais nos fonds sont alloués pour payer les services de la dette extérieure qui pèsent sur notre budget et constituent pratiquement 30%. Je rappelle que tout est en arrêt. Il y a beaucoup de chantiers qui ne sont pas encore lancés parce qu'il faut d'abord payer la dette extérieure et attendre, voir si on peut créer une école, aménager des hôpitaux pour les populations camerounaises. Nous disons que nous sommes dans un cycle véritablement infernal pour nous, les consommateurs. Et, comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Parce que lorsque une population est autant asphyxiée, paupérisée, la marmite qui bout, le couvercle peut sauter.
Voilà, Suzanne, alors on a lu Marie Capdeux qui disait il y a quelques instants qu'il y a eu beaucoup trop d'importations au Cameroun. Je vais prendre le cas du blé puisqu'on accuse la guerre russo-ukrainienne comme étant l'une des causes aujourd'hui au manque de blé ou à la crise économique et alimentaire que vit le monde. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de remplacer les importations en provenance de ces deux pays par les pays africains qui produisent également comme le Nigeria ou bien encore le Soudan? Armel, excusez-moi. Je ne voudrais pas qu'on s'attaque simplement aux effets d'une crise structurelle de l'économie mondiale. Et la crise structurelle de l'économie mondiale, ce n'est pas une question de gouvernance. Je répète encore une fois que l'économie néolibérale n'a pas pour intention de développer les pauvres et de les aider à vivre. Elle n'a pas pour intention de nous permettre un équilibre. Ce n'est pas l'intention. Parce qu'en fait, sinon, il n'y aurait pas autant de déséquilibre dans le monde. Vous n'auriez pas cette espèce de dichotomie entre des gens qui peuvent dépenser en une soirée 100 ans du salaire d'un ouvrier, comme Bettencourt l'avait fait, et puis continuer à vivre. Donc pour moi, les mesures conjoncturelles ne sont que factuelles. Je ne suis pas contre le fait que vous posez des questions sur le fait qu'on devrait faire comme ça, mais on ne peut pas faire comme ça pour penser des plaies qui sont beaucoup plus profondes. La plaie profonde, c'est l'économie néolibérale et le fossé que cette économie a créé dans l'économie du monde. C'est-à-dire, elle a préféré, depuis le 19e siècle, favoriser, si vous voulez, le capitalisme libéral et les riches. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de se détacher de cette économie? Non, on ne peut pas s'en détacher parce que nous sommes dans l'économie du monde. Voilà. Si on choisit un autre modèle, Cuba avait choisi un autre modèle économique socialiste, comme la Russie, en disant que bon, la production doit appartenir à ceux qui produisent. Mais la situation dans laquelle Cuba, la Chine est revenue, c'est qu'elle est entrée dans l'économie capitaliste mondiale. Moi, je pense que les associations de consommateurs doivent parler un discours un peu de sincérité. Je comprends qu'on critique le gouvernement, et moi aussi, je peux le critiquer, mais s'ils avaient le pouvoir demain, ils seraient confrontés au même type de problème si on ne coupe pas et on ne finit pas avec ce système dont l'économie fondamentale est d'abord l'inéquité, l'inégalité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les mesures que peut prendre un gouvernement, la preuve, ne peuvent qu'être que des mesures cosmétiques. Tant que vous n'avez pas rompu le cordon ombilical de cette économie qui nous asphyxie, qui pompe l'ensemble des ressources et qui a fondé toute sa richesse sur l'exploitation de l'homme par l'homme, on ne va pas s'en sortir. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, je comprends que de manière conjoncturelle, de manière contingente, les opposants disent que c'est le gouvernement qui ne fait pas. Quel opposant? Non, opposant, ce n'est pas péjoratif. Mais est-ce que vous savez que même aux États-Unis, il y a des marches contre la vie chère? En Angleterre, des marches contre la vie chère. En France, des marches contre la vie chère. Les gens qui se lèvent en disant que non. Quand on réduit les pensions des retraités, quand on ne veut pas augmenter le SMIC, le RSA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une structure de l'économie mondiale qui avilit les gens. Et notre manière d'aborder le problème, à mon sens, est un peu contingente. Parce que, si vous voulez, les mesures que l'on propose contingentement ne changent pas le fond du problème. Parce que l'équilibre riche et pauvre ne va pas changer tant qu'on ne s'attaque pas au fond de cette économie néolibérale. L'économie néolibérale... C'est qui tient l'économie néolibérale? Non, l'économie néolibérale est tenue par les multinationales du monde. Quand les gars vont à Davos, les présidents, ce sont les multinationales qui leur dictent la loi. Ce n'est pas les politiques. Mais justement, pour sortir un peu de cette économie néolibérale et autres qui est aujourd'hui gérée par les multinationales et les plus puissants du monde, je posais la question à Suzanne de savoir s'il n'y a pas possibilité de remplacer les importations extérieures et externes et se tourner vers l'intérieur. Par exemple, le blé avec le Nigeria et le Soudan qui sont quand même, font partie des plus grands producteurs mondiaux. Peut-être parce qu'ils ont été négligés par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir un peu plus d'assises, on ne devrait pas se tourner vers ces économies?
Oui, et c'est pour ça que Pardon. nous nous sommes constitués en coalition pour la production nationale au Cameroun, pour essayer de faire le poids. Entendons-nous très bien. La société civile, si on ne parle que du cas du Cameroun, la société civile a été faible à un moment donné. Ne pensons pas que lorsqu'on a un système sans contrôle, ce qu'on appelle le contrôle vertical, les choses vont marcher comme sur les roulettes. À un moment donné, il n'y a pas eu de contrepoids. Et je crois que la solution à ce qui se passe aujourd'hui, c'est de renforcer les contrepoids. S'il n'y a pas de contrôle vertical, il est clair que les dirigeants vont être tirés, envahis par d'autres lobbies qui existent. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que des lobbies existent, que des capitalistes ou bien certains importateurs. Aujourd'hui, il y a un très grand lobby des importateurs au Cameroun. Et donc, c'est d'identifier ça et de savoir que face au lobby des importateurs, il faut un autre lobby. Celui du Made in Cameroun, celui de la production nationale, et que on renforce suffisamment le lobby de la production nationale pour influencer les prises de décision. Parce que dans tous les pays du monde aussi, la décision politique est toujours influencée par les lobbies. Ça, il faut aussi accepter ça. Faisons attention d'être très pessimistes. Moi, je suis très optimiste parce qu'au Cameroun ici, lorsque la société civile a joué son rôle, je vais vous donner 2 exemples, les lignes ont bougé. Il y a le cas de l'interdiction des découpes de poulets congelés au Cameroun. Ce n'était pas facile. Et je peux vous donner des chiffres. C'était environ 200 milliards de business contrôlés par quelques individus. Et donc, ils étaient capables de tout pour maintenir cette affaire-là. Mais là, une société civile s'est constituée. Il y a eu, en plus de l'ACDIC, une coalition souveraineté alimentaire. Ces gens se sont mobilisés et ont réussi à obtenir du gouvernement camerounais de protéger la production nationale. Et depuis 2006, malgré le fait que ce lobby arrose suffisamment certains fonctionnaires et hauts fonctionnaires véreux, il y a encore la société civile qui se lève. Aujourd'hui, par rapport au blé, nous nous sommes constitués et on voit déjà que les lignes bougent. Le ministère en charge de l'économie, à travers son développement local, a lancé depuis 2017... Très rapidement, il nous reste à peine 2 minutes. Crée là une plateforme de promoteurs de farine locale. Et donc, ça va être un lobby qui va faire en sorte que très rapidement, d'ici peut-être la fin de l'année, on va avoir des produits alternatifs. Alors, ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné, mais c'est des luttes. Et ces luttes-là, on doit les faire. On ne l'a pas fait suffisamment par le passé. Actuellement, les Camerounais, les citoyens, les consommateurs, je suis très content qu'un représentant des consommateurs comprenne que consommation et production vont ensemble. Voilà. Parce que par le passé, ils se contentaient de dire « nous voulons les produits sur le marché, on s'en fout de savoir d'où ça vient ». Et donc, cela a favorisé pour une les meilleure industrialisation. Également, on avait une autre proposition, notamment celle de la Banque africaine de développement qui parlait d'investir 1 milliard de dollars américains pour booster la production de blé en Afrique. N'est-ce pas là une bonne chose, puisque c'est une banque africaine qui... Mais oui, toujours avec les semences améliorées et qu'on ne contrôle pas, les OGM et tout cela, nous pouvons, on a quand même l'IRAD qui fait un travail formidable, mais qui n'est pas toujours suivi. On parle aussi de financement. Oui, on parle de financement. Le financement, je vous dis, celui qui tient la bourse tient l'économie et tient les acteurs. Donc il faut, si on veut parler toujours de souveraineté d'un pays, il faudrait qu'on mette sur pied des chaînes de valeur contrôlées de bout en bout par le Cameroun et par le Made in Cameroun. Oui. Parce que quand on a une économie extravertie, comme je dis, on est à la merci, à la porte tous les jours de la Banque mondiale, de la FMI, du FMI, le Fonds mondial international, on se met à genoux pour supplier même, pour avoir des financements, un pays riche. Et vous voyez comment on brade nos richesses avec surtout ce contrat qui a été signé dernièrement à la région du Sud, dans le département de l'océan non loin de l'Obé, des mines avec une entreprise chinoise, soit ce type de contrat léonais et qui va compromettre beaucoup l'avenir des Camerounais. Nous disons non à cela. Donc on dit,
le Cameroun est riche. On a un sous-sol riche. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la volonté politique, c'est le patriotisme et dire à bas la corruption et penser aux générations futures. Ne pensons pas toujours à nous, à nos intérêts égoïstes. Que deviendront les jeunes Camerounais qui sont sur les bancs, qui sont des millions là actuellement, qui vont présenter les examens bac, BTS, licence, qui sont en PhD? Quel emploi on veut réserver à ceux-là? Est-ce qu'on va continuer à tout importer parce que certains fonctionnaires vont se mettre plein les poches et que certains hommes d'affaires vont créer des immeubles pour ne pas créer de la valeur, créer des entreprises? Nous disons non. Donc c'est la volonté politique pour garantir d'abord le pouvoir d'achat. Pour garantir le pouvoir d'achat, c'est créer les emplois. Ouais. Et ensuite, faire en sorte qu'il y ait le Made in Cameroun, parce qu'on peut tout faire. Tout ce que nous importons, on peut produire sur place. Vous voyez, un pays comme le nôtre, on n'arrive même pas encore à faire l'assemblage des motos. On importe les motos tout azimut. Pourtant, on a des ingénieurs formés au niveau de Polytech à Yaoundé, au niveau de Douala à Garoua. Pourquoi, avec toutes ces matières grises, on n'arrive pas à faire même l'assemblage des ordinateurs? On importe encore. On a vu dernièrement avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui avait signé un contrat, on a importé les ordinateurs PRV et basta. Plus de 70 milliards volants fumés. On reste avec une dette qu'il faut payer. La régie me fait savoir que le temps... Oui, mais personnellement, c'est clair que c'est un discours qui ne me convient pas. Parce que ce n'est pas l'évangélisation. La réforme, la révolution dans une société, c'est s'appuyer sur des choses concrètes. Nous sommes dans un système concret. Il est néolibéral, il a une logique. Et c'est un modèle économique. Et ce modèle économique a comme logique de spolier les plus pauvres. Oui. C'est une logique. Ces discours-là, c'est des discours cosmétiques. C'est-à-dire, c'est juste pour nous-mêmes. Dans le fond, si on ne rompt pas avec le modèle économique néolibéral, on sera encore ici dans 100 ans à dire les mêmes choses. Mais je comprends très bien alors, qu'est-ce qu'on peut faire en quelques secondes pour sortir justement de cette crise? Renforcer la société civile. Il faut lutter, Suzanne. Il faut lutter. Et à chaque fois que les gens se sont mobilisés, le gouvernement a renoncé. Sauf que vous n'avez rien gagné. On a gagné un peu. On a gagné dans le fond. Il faut protéger notre marché. Non, mais vous n'avez rien gagné dans le fond. Je suis d'accord pour le combat. Mais on sait aussi ce qu'on gagne à chaque fois qu'on combat. Le combat, la stratégie, quand vous combattez, c'est de savoir que vous avez gagné la bataille, mais pas encore la guerre. Absolument. Et pour gagner la guerre, il faut savoir de quoi est-ce qu'elle est constituée. Tout ce qui s'est obtenu de grand dans le monde, vous le savez, c'est le fruit de lutte. Mais à condition que les gens soient conscients de quel est leur ennemi. D'où notre rôle de les conscientiser. Ce que nous faisons. Et je ne suis pas sûre que vous en soyez. Merci à vous, Suzanne Kelalobé, notre journaliste éditorialiste, d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. Merci à vous, Marie 42, économiste, d'avoir accepté, répondu présent à notre invitation. Merci Armel. Je me suis trompé au départ. Je ne me tromperai pas à la fin. D'accord. Merci également Alphonse Aïssi Abena. Et je sais que le combat continue. Le combat continue. Le consommateur, ça ne va pas. Il est véritablement asphyxié. Mais l'espoir reste et on doit être mobilisé pour défendre nos droits. Voilà. Merci à vous également d'avoir été avec nous ce soir pour cette autre édition du Prime de l'information sur Dash News. Et merci de bien vouloir rester en compagnie de nos programmes.